Masechet Gitin Daf Yutet. On va commencer par la Mishnah qui est en haut de la page. Bakol Kotvim Bedio, Besam, Besikra, Bekomos ou Bekankantom ou Bchol Davar Shehu Shel Kayama. La Mishnah maintenant nous enseigne avec quelle encre on peut écrire le get. Nous savons que le Sefer Torah, les téphilines et les mezuzot doivent être écrits obligatoirement avec de l'encre noire. Mais le get ne requiert pas la même halakha. Pour ce qui est du get, n'importe quelle sorte de liquide ou n'importe quel objet qui pourrait nous permettre d'écrire des lettres qui vont marquer le papier, qui vont marquer le support, le parchemin ou n'importe quel objet qui servira de support, à partir du moment où l'écriture est lisible et elle est durable, elle est indélébile, eh bien à partir de... Enfin, indélébile dans le sens où elle ne va pas s'évaporer toute seule, elle ne va pas disparaître toute seule. Tant qu'on ne l'a pas effacée, l'écriture est présente, constante, permanente, eh bien, ça s'appelle une écriture valable pour le get. Donc, je répète la Mishnah qui énumère toute une série de substances qui peuvent servir pour l'écriture, comme de l'encre. Alors, on commence. Bakol Kotvim. Avec n'importe quoi, on peut écrire le get. Bedio, avec de l'encre. Besam, qu'est-ce que c'est que Sam? La Gemara va dire Sama. Qu'est-ce que ça veut dire Sama? Alors, en fait, c'est une teinture. Et on verra avec quoi elle est fabriquée. Ensuite, Besikra, c'est une teinture rouge, du pigment rouge. Bekomos, c'est de la gomme arabique. Ou Bekankantom, c'est le kankantom, on va le voir après, c'est du sulfate de cuivre. C'est-à-dire qu'on prend le cuivre et on peut le laisser tremper dans l'eau jusqu'à ce que l'eau noircisse, ou bien qu'on gratte la surface du cuivre pour effriter un petit peu et mélanger dans l'eau. Ou bechol davar shehu shel kayama. Et n'importe quel objet qui peut servir d'encre. Et on verra dans la Gemara qu'est-ce que cela vient rajouter une fois qu'on a énuméré toute une série d'encre. Alors pourquoi est-ce qu'on a rajouté ou bechol davar shehu shel kayama? On a écrit Bakol Kotvin. Avec n'importe quoi on peut écrire. Bedio, Besam, Besikra, Bekomos, Bekankantom. Alors pourquoi tu rajoutes au prol davar shehu shel kayama? Qu'est-ce qu'on veut rajouter avec cette phrase? On verra dans la Gemara. Quels sont les liquides qui ne peuvent pas servir d'encre? En kotvin lo bemashkin velo bemeperot velo bechol davar she'eno mitkayem. On ne peut pas écrire avec des jus de fruits ou avec des boissons, comme par exemple, c'est quoi le mashké? Du vin. On ne peut pas écrire avec du vin ou avec de l'huile ou avec n'importe quel jus de fruits. Rol davar she'eno mitkayem, toutes sortes d'encre qui ne tient pas sur le papier dans la durée. Jusqu'ici, on a parlé de avec quoi on écrit, c'est-à-dire l'encre. Maintenant, on va parler sur quoi on écrit, c'est-à-dire le support. À la kol kotvin, sur n'importe quoi, on peut écrire un get. Al ale shel zait, ve'al keren shel para, ve'noten la et para, al yad shel eved, ve'noten la et eved. On peut écrire sur une feuille d'olivier même. Ça veut dire n'importe quelle feuille de l'arbre. Bien sûr, il faut d'abord détacher la feuille et ensuite écrire dessus.
Pas écrire quand c'est rattaché à l'arbre et ensuite cueillir la feuille. Parce que dans ce cas-là, ce sera 3 verbes. D'abord, 3 actions, bravo. Il faut que ce soit 2 actions consécutives. Vekata, venatan. Mais si vekata, betalash, venatan is not good. N'est-ce pas? Il ne faut pas qu'il y ait une opération nécessaire entre l'écriture et la transmission du get. Il faut que ce soit fait directement, de l'activa à la remise du get. Donc une feuille de vigne, une feuille d'olivier, n'importe quoi, ça peut servir de support. Pas besoin que ce soit un parchemin. Même pire encore, écrire sur une bête. D'accord, il a écrit sur une vache, sur un chien. Il lui a donné le chien. C'est-à-dire, ça s'appelle qu'il lui a donné le get. Ou bien il a écrit carrément sur la main du Eved, son Eved Kenaani, et il lui a donné le Eved Kenaani. Eh bien voilà, maintenant, elle a reçu le get. Mais Rabbi Yossi Aglili n'est pas d'accord. Rabbi Yossi Aglili Omer, En kotvin lo al davar sheshboru haim velo ala ochalim. Il y a 2 supports qui sont exclus, à savoir Baal Hay, un être vivant, comme on a dit, une vache ou un Evet Kenaani sur lesquels on a écrit ce n'est pas valable, et également pas sur un aliment. Pas sur un aliment. Alors la Gemara maintenant nous traduit tout ce qu'on a vu dans la Mishnah. Dio, diota. C'est quoi dio? C'est de l'encre. Sam, sama. Alors l'encre, quand on dit de l'encre, c'est de l'encre noire, n'est-ce pas? Diota, c'est aussi l'encre. Rachidi, c'est quoi sama? C'est de la peinture. D'abord, sam, sama, c'est de l'or-piment. C'est quoi l'or-piment? C'est un arsenic jaune. Sikra, c'est quoi sikra? On a dit que c'est du pigment rouge. Sikrata, c'est ce qu'on appelle en araméen sikrata, c'est de la peinture rouge. C'est l'adom. Komos, kuma, c'est de la gomme qu'on appelle la gomme arabique, qui est utilisée dans la fabrication de l'encre. Kankantom, c'est le sulfate de cuivre. Kankantom. Généralement, le kankantom, on le met dans l'encre pour que l'encre soit indélébile. Mais maintenant, il n'a même pas mélangé dans l'encre. Il a écrit directement avec le kankantom et c'est tout de même kasher. Amar Rabba Barbar Hana Mar Shemuel. Harta di ushkafe. C'est-à-dire que le kankantom ça sert comme cirage. Ce fameux kankantom, à quoi il sert? Aux cordonniers qui fabriquent des chaussures, de pouvoir leur donner une couleur noire. Alors quand ils mettent cette teinture noire, c'est comme ça que les cordonniers utilisent le kankantom. On appelle harta di ushkafe. C'est quoi ushkafe? Cordonnier. Harta, c'est le cirage. Ou prol davar shumit kayem, ou avec toute chose qui est durable. Leatuyemai. Quels sont les types d'encre que cette phrase veut inclure en plus, puisqu'on a déjà énuméré toute une série d'encres? Alors pourquoi est-ce qu'on a rajouté le ou prol davar shumit kayem? La Gemara répond Hadetane Rabbi Hanina ketavo bemetaria afatsa. Ça vient inclure ce que Rabbi Hanina a cité comme enseignement dans une baraïta.
si on l'a écrit avec Metaria. C'est quoi Metaria? Le matar, l'eau de pluie. Comment l'eau de pluie? Mais de l'eau de pluie, c'est transparent. Comment on peut écrire avec? Avec du absent. Hein? Avec du absent. Non, c'était sale. Rouge. Ça veut dire que l'eau de pluie était dans la gouttière et donc elle a noirci. Et cette eau de pluie qui a noirci avec la rouille, avec toutes les saletés, eh bien désormais, c'est des eaux de pluie usées, enfin, qu'on a récupérées. Et alors maintenant, Rashi donne un deuxième pirouche. Rashi donne un deuxième pirouche. C'est quoi Metaria? Au début, il dit Mekshamim. Il dit Metaria Maim Sheshorim Boperi Keren Afatsim. Rashi dit que si on met dedans des afatsim, par exemple des noix de Galles, qu'on laisse macérer dans l'eau, eh bien, il dit il y a d'autres fruits qui ressemblent aux noix de Galles et qui servent d'encre, pour la fabrication de l'encre. Eh bien, ça aussi, c'est cachère. Ça s'appelle Metaria. Alors, soit Metaria, c'est matar, l'eau de pluie qui a macéré dans la saleté jusqu'à prendre la couleur de la saleté, de la rouille, ainsi de suite. Ça peut servir aussi d'encre pour le guet. Soit Métariade, comme deuxième pirouche de Rashi, c'est de l'eau de macération de noix de Galles ou compagnie. Ce qu'on appelle afatsim. Afatsim, c'est des noix de Galles. Ok, voilà ce qu'on a voulu rajouter. Métaria va afatsa. Alors afatsa, c'est des noix de Galles. Métaria, ça ressemble au afatsa. Ça ressemble aux noix de Galles. C'est des autres fruits qui ressemblent. Il y a une deuxième braïta qui dit Taner Abihiya, Ketavo be'avar, be'shahor, be'shihor, kacher. Abihiya nous enseigne dans la braïta que si le guet a été écrit avec du plomb, ça veut dire que on a pris de l'eau et on a fait macérer le plomb, on a gratté dedans, ou on a dissous, de manière à avoir une écriture avec. Ou bien on peut imaginer prendre du plomb et faire des marques avec, ça fait comme du crayon. Ou Béchahor ou Béchihor. C'est quoi Shahor? C'est du charbon. Rachidi, Shahor, Pehamin. Ou Béchihor, Rachidi, Harta de Oshkafé. C'est quoi Harta de Oshkafé? Bravo! Le cirage du cordonnier. Bravo Rabbi Raphaël. Zak. Très très bien. Alors jusqu'ici, on était dans le vocabulaire. Et maintenant, commençons l'étude. Itmar, il a été enseigné. Hamaravir dio al gabe sikra be Shabbat. Rabbi Yochanan berish lakish d'amre tarbayu hayav shtaim. Ahad mishum kotem. Ve'ahad mishum mohek. Quel est le din de l'écriture pendant Shabbat ou l'effacement pendant Shabbat? A-t-on le droit d'écrire pendant Shabbat? Assour, ça fait partie des 39 travaux. Combien de lettres faut-il écrire pour être hayav, hatat ou karet? 2 otiyot. Si on a écrit 2 lettres, eh bien, on est condamnable. Et est-ce qu'on a le droit d'effacer 2 lettres? Effacer, est-ce qu'on a le droit? Bravo. Alors, pour que ce soit Asur Minatora, il faut que ce soit Mohek al-Menal Dirtov. Il efface pour réécrire à la place. Dans ce cas-là, ça s'appelle Mohek al-Menal Dirtov. Là, c'est créatif, constructif, et par conséquent, c'est une mélacha interdite Shabbat. Mais quelqu'un qui efface juste, c'est plus destructif que créatif. Il efface, donc il n'a pas l'intention de réécrire à la place. Juste effacer, mohek, shelo almenat dirtov, shteotiot, c'est pas considéré comme une mélacha interdite par la Torah, c'est tout de même interdit par qui? Par les Chachamim.
Bon. Alors maintenant, les amis, écoutez ça. Itmar. Hamaravir Dio al-Gabé Sikra Beshabbat. Qu'est-ce que ça veut dire déjà Sikra? Bravo, le pigment rouge. Donc on a de l'encre rouge. Dessus, sur le Sikra, on a réécrit dessus avec de l'encre noire. Qu'est-ce qui est préférable? L'écriture en noir ou en rouge? En noir, bravo. Puisque vous voyez toujours, toute écriture, elle est en noir. D'accord? Alors maintenant, il a surteinturé. C'est-à-dire qu'il a réécrit en noir sur les lettres en rouge. Donc exactement, il a recopié, il est repassé sur les lettres rouges avec de l'encre noire. Pendant Shabbat, 2 lettres. Quel est le din Rabotai? Est-ce qu'il est Hayaf Hatat ou il n'est pas Hayaf Hatat? Vous savez que toute Melacha qui a été faite pendant Shabbat Bémézid, il est Hayaf Skila s'il y avait eu Edim et avertissement. Il est Hayaf Karet s'il n'y avait pas de Edim, il n'y avait pas d'avertissement non plus. Et il est Hayaf Hatat si c'était Beshogeg. Il doit apporter un korban expiatoire s'il a fait ça par inadvertance. Vous ne savez pas que c'était Shabbat, vous ne savez pas que c'était Assour. Bon, alors maintenant je vous pose la question. Quel est le din de quelqu'un qui est repassé sur 2 lettres qui étaient déjà écrites avant Shabbat? Il y avait écrit 2 lettres en rouge, Bessikra. Il est repassé dessus en noir avec du dio, avec de l'encre noire. Alors, d'après vous, quel est le din? Alors, vous allez être agréablement surpris. Rabbi Yochanan et Rish Lakish, qui généralement sont en mahloket, là ils sont d'accord tous les deux pour dire que cet homme, il est hayav 2 fois. Même pas une seule mélacha, mais 2 mélachot. Lesquelles? Effacer et écriture. Il y avait 2 écritures en rouge. Pardon, il y avait 2 lettres écrites en rouge. En fait, maintenant le rouge a disparu. Il a été effacé par l'encre noire. Et l'encre noire qui a effacé le rouge est une écriture en soi. Alors, nous avons ici 2 mélachot en une action. Et donc, il sera hayav de 2 korban hatat. Korban hatat pour mohek, effacé, et korban hatat pour kotel, écrit. Dio, al-gabé dio. Sikra, al-gabé sikra. Patour. Alors maintenant, quel est le din? Si maintenant le bonhomme, pendant Shabbat, il a pris sa plume et il est repassé avec de l'encre sur de l'encre. Il y avait de l'encre noire, 2 lettres, il est repassé avec de l'encre noire sur ces mêmes lettres. Est-ce qu'il est hayav en tant que kotel? Non. En tant que mohek? Non plus. Il n'y a eu ni effacement, ni écriture. Il est patour minatora. Évidemment, il a commis un issour rabbinique. Car à chaque fois que Shabbat on dit patour, c'est patour aval, assour. Maintenant, sikra al-gabé sikra. Il y avait 2 lettres rouges. Il est repassé avec du sikra, du rouge. Est-ce qu'il a commis une infraction minatora? Non plus. Ni kotel, ni mohet. Donc répétons. Non, c'est pour nous dire, sikra al-gabé sikra, dio al-gabé dio, il n'y a aucun problème. Maintenant, regardez la suite. C'est surtout pour la suite qu'on a écrit ça. Regardez la suite. Sikra al-gabé dio. Alors là, je voudrais vous écouter. Allez, on va noter le quotient intellectuel. Allez, Rabotai. Sikra al-gabé dio. Qu'en dites-vous? Hein? Il a écrit avec du rouge sur 2 lettres noires. Alors, répétons. On a 4 cas. On a vu, il est passé avec du noir sur du rouge. Il est passé avec du noir sur du noir, du rouge sur du rouge, maintenant du rouge sur du noir. Alors quel est le din s'il est passé avec du noir sur du rouge? Chayav 2 fois. Bravo, Chayav 2 fois, Mishum Mohek et Mishum Kotel. Très bien. Dio al-gabé dio et Sikra al-gabé sikra, 0. Aucun chiyuv, il n'est pas tour minato. Maintenant, Sikra al-gabé dio. Le rouge sur le noir. Alors, celui qui va me dire Hayab, il n'aura pas tort. Celui qui va dire Patour, il n'aura pas tort. C'est Mahloket. Amrela Hayab, mais Amrela Patour. Amrela Hayab. Celui qui dit Hayab,
Rabbi Yaakov, vous avez dit Hayav? Oui. Pour quelle raison? Ben pourquoi? Parce qu'il a fait un... Effacement et écriture. Laissez-le donner. Quel melacha? Quel melacha? D'écrire de lettres. Donc vous dites Mishum Kotev. Oui. Eh bien non, c'est Mishum Mohek. Même celui qui dit Hayav, c'est pas à titre d'écriture, mais c'est à titre d'effacement. Pourquoi? Écoutez maintenant, Rabotai, ouvrez grand les oreilles. Car l'écriture rouge, elle dégrade l'écriture noire. Avant, on avait une écriture meilleure. Avant Shabbat, il y avait 2 lettres noires. Ça, c'était de la belle écriture. Quand il met du rouge sur du noir, il dégrade. Il efface. Il efface. Il efface l'écriture noire. Donc il est Hayab Mishum Mohek. Il dégrade le rouge sur le noir. C'est-à-dire en mettant du rouge sur le noir, il dégrade le noir. Car le noir, ça, c'est de la belle écriture. Alors regardez, ça s'appelle Mohek. Maintenant, celui qui dit Patour, alors maintenant, le plus étonnant, c'est celui qui a dit Patour. Pourquoi il dit Patour? Il a mis du... Comment? Celui qui dit qu'il n'est Hayab de rien. Ni Kotev, ni Mohek. Il est ni écrivain, ni effaceur. Il n'a rien effacé, il n'a rien esquinté l'écriture. Il a juste repassé dessus. Pourquoi ne dirait-on pas qu'il l'a effacé? Il n'a pas effacé, Parce il a que non, esquinté. c'est la même couleur. Hein? C'est la même couleur, donc il a... Non, c'est du rouge sur du noir. Pourquoi vous dites la même couleur? On est dans le rouge sur le noir. Il n'a pas effacé, il a mis calqué. Le noir Hein? a complètement disparu. Il a esquinté la belle écriture, il a mis du rouge, il a esquinté. Donc il met calqué. Alors regardez ce que dit Rashi. Mais calquel ou il abîme. והבלי כמוחק על מנת שלא לכתוב. ולמד דמחייב לא הווה מקלקל. לא הווה מקלקל כל כך שהרי כתבו ניכר. Alors regardez. Celui qui dit Patour, il prétend que ici, ça s'appelle pas quelqu'un qui a été mohek al menat lichtov. Parce qu'on a déjà dit que pour considérer la mechika comme étant créative, il faut que ce soit dans l'intention de réécrire. Or ici, la réécriture, elle n'est pas bonne par rapport au noir précédent. Donc il n'est pas hayav à titre de kotev. Alors pourquoi est-ce qu'il serait hayav à titre de mohek? Il dit quelque chose de très dur, c'est couper le cheveu en deux. C'est pour ça que je vous ai dit, ici c'est très très difficile à comprendre la subtilité de la svara, parce que regardez comment ça bascule d'un côté comme de l'autre. Celui qui dit mais calquel, il est facile à comprendre. Celui qui a dit qu'il n'est pas tour complètement, ça c'est facile. Pourquoi? Parce qu'il te dit, il y avait du noir, il a mis du rouge, ce monsieur, il a juste dégradé, il a juste détérioré, désagrégé l'écriture. Il y avait une belle écriture avant Shabbat. Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur en passant avec le rouge? Eh bien, il a dégradé. Ça s'appelle en hébreu mekalkel, abîmé. Quelqu'un qui abîme Shabbat, c'est une melacha? Non. Kol mekalkelim peturim. Répétons. Tout kol mekalkelim peturim, c'est-à-dire tout celui qui abîme, qui dégrade, il n'est pas ton Shabbat. C'est pas une melacha. Car d'où on apprend les melachot, les frères et les amis? Du Mishkan. Le Mishkan, les 39 travaux, c'était destructif ou constructif? Constructif. Même quand on parle d'effacer, effacer pour réécrire. Même quand on parle de déchirer, déchirer pour recoudre. Même quand on parle d'éteindre, éteindre pour allumer le charbon. Et ainsi de suite. Sauter, casser, c'est pour reconstruire à la place du meilleur. Et ainsi de suite. Donc il n'y a rien de destructif dans le Mishkan. Il n'y a que du constructif. Alors il faut que ce soit constructif. Or ici, quand il met du rouge sur du noir, ça détruit, ça détériore. Alors celui qui dit patour complètement, il dit mais calquel, ça c'est limpide comme l'eau de roche. L'autre il est d'une très très grande subtilité. L'autre il dit non, il est quand même hayav minatora, pas des en tant qu'écriture mais en tant qu'effacement. Il dit il est mohek. Mohek. Mohek, qu'est-ce qu'il a été mohek? Eh bien les 2 lettres noires qui étaient là. Comment il a été mohek otam? Eh bien parce qu'il a mis du rouge dessus. Le rouge a effacé le noir. Ah d'accord, il a effacé.
Mais pour que le mohek s'appelle melacha, il faut que ce soit mohek almenat lichtov. Il y a une condition sine qua non. Effacer pour effacer, ce n'est pas une melacha. Ça s'appelle abîmer. Quand est-ce que effacer s'appelle un travail? Que si c'est dans l'intention et l'objectif de réécrire. Or ici, il n'a que dégradé a priori. Eh bien non. Rachid dit que ce Mandé Amar, qui dit qu'il est Hayav à titre de Mohek, parce qu'il dit ça s'appelle Mohek quand même Almenat Lichtov, parce que après tout, le rouge, c'est quand même une lettre. C'est vrai que ça dégrade le précédent. Je ne peux pas l'appeler écriture pour être Hayev Oto à titre de Kotev, parce qu'ici il a effacé le noir qui était là, donc il est Mohek, mais étant donné que la lettre est là, donc ça s'appelle Mohek Almenat Lichtov, parce que la lettre finalement elle est toujours là, même si elle est en rouge. Je répète le Rashi, je vous dis la vérité, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal. Mais relisons le Rashi pour que ça nous rentre dans la Neshama. Mohek hu velo kotev shemitechila haya katuv hagun me'ata. Parce que avant, c'était mieux écrit que maintenant. Donc celui qui dit qu'il est Mohek, j'ai compris. Mais après ça, lorsqu'il dit mais quel, il dit avait les Mohek almenat shelo lichtav. Celui qui dit que il a juste dégradé, il a juste détérioré. Parce que ça s'appelle Mohek et pas pour écrire. Parce qu'au contraire, le rouge, c'est pire que le noir. Donc ne me dis pas qu'il a effacé pour réécrire, il n'a pas réécrit. Ulman de Mehayev, l'homme avec quelqu'un kolkar, sharik tavonika. Rashi revient sur l'autre Mandé Amar, qui est Mohek, qui dit qu'il est Hayav à titre de Melacha de Mechika. Comment ça se fait? Mais il a dégradé. Comment tu as fait pour le rendre Mohek almenat lichtov? Alors Rashi essaye d'expliquer. Il dit après tout, Ketavo, Nikar. Donc il ne s'appelle pas tellement dégradant. C'est vrai qu'il dégrade un peu, mais tu ne peux pas dire que c'est comme quelqu'un qui est venu et qui a tout effacé. Non, Ktavo Nikar. On voit encore les lettres rouges. Donc Ktavo Nikar. Alors ça ressemble à Mohek Almenat Lichtor, et il est Hayav en tant que Mohek et pas en tant que Kodev. Vous comprenez la difficulté pourquoi je m'arrache les cheveux? Parce que si tu dis que ça s'appelle Mohek Almenat Lichtov, donc il faut considérer la Ktiva comme Ktiva. Donc il devrait être Hayav de Korbanot. Comme on avait vu, le noir sur le rouge, il est Hayav de Korbanot. À titre de Mohek, le rouge, et à titre de Kotev, le noir. Mais quand on arrive à l'inverse, le rouge sur le noir, alors du coup, on parle que de Mohek. Que Mohek, pas Kotev. Pourquoi? Parce que rouge sur noir, ça ne s'appelle pas écrire, car le noir sur rouge, ça s'appelle écrire. Mais rouge sur noir, c'est pas écrire. Alors c'est quoi? C'est au contraire, c'est effacer. D'accord, effacer, mais nous avons une règle. Pour que l'effacement soit considéré un travail interdit Shabbat Minatora, il faut que ce soit un effacement Almenat Lichtov. Mais ici, c'est pas Almenat Lichtov. Je dis bien sûr, c'est Almenat Lichtov. Tavonika. Alors dans ce cas-là, j'explose. Alors pourquoi il n'est pas Hayav Midin Kotev? Tu dis non, il n'est pas Hayav Midin Kotev parce qu'avant c'était mieux écrit. Alors à titre de quoi il est Hayav? À titre de Mohek. Mohek, mais Mohek Almenat Lichtov. Il dit c'est comme Mohek Almenat Lichtov parce que Ktavo Nikar. Parce que après tout, le rouge, ça s'appelle une lettre qui est toujours présente. Alors voyez-vous la subtilité, c'est d'une subtilité extraordinaire. C'est juste une difficulté de digestion. D'accord? C'est une question de temps, mais vous voyez comment nos maîtres ont coupé le cheveu en 2 et en 4. Maintenant, c'est facile. Baramine Rish Lakish Merab Yohanan. Edim she'en yod'im lahtom. Ma'u she'yichtevu lahem besikra ve'yahtemu ktav elyon. Ve'yahtemu, pardon. Ve'yahtemu. Ktav elyon. Ktav ou en octave, Amarlo en octave. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, on va extrapoler. Une fois qu'on a parlé de Shabbos, on va parler de Gittin. Rabotai, quel est le din si un homme a écrit un get avec du sikra?
Cacher ou pas cacher le get? Sikra. Bravo! Sikra, le pigment rouge. Logiquement rouge. Quelqu'un qui a écrit un get avec un duo, de l'encre noire, évidemment. Alors maintenant, les amis, imaginons, on a des Edim qui ne savent pas écrire, analphabètes. Alors maintenant, les Dayanim, ils disent, bon, venez, comment t'appelles-toi? Réhouven? Réhouven, il écrit en rouge. Toi, Shimon, il écrit en rouge. Après eux, Réhouven et Shimon, ils repassent dessus avec de l'encre noire. Le cachère. Cacher ou pas cacher? Le cachère. Aïe, 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 le get! Le guet. On parle de get. On ne peut pas laisser faire Aguna, donc on est Donc obligé c'est de caché. Oh, ma pitom. Ah bon? Ah bon? Il y a un bel il y a tout, hein? Réécrire ce qui était. Ah bon? Raguna, ça marche que par rapport à des institutions rabbiniques où les Hachamim, ce sont eux qui fixent les règles du jeu. Hem Amrou ve Hem Amrou. Ils disent, Minatora, c'est permis, Midera Banan, c'est interdit. Dans un cas de Raguna, nous les Hachamim, on a permis exceptionnellement. Parce que c'était Midera Banan. Ou bien, dans un cas de Minatora, par exemple, Edout, chez Met Baala, on a autorisé même des choses qui Minatora n'étaient pas cachères, comme par exemple la Edout d'un goy ou d'une femme, et ainsi de suite. Eh bien, comment ça se fait? Parce que là-bas, on a une raison de Hazaka, Isha Daika ou Minseva. Étant donné que les Hachamim ont mis sur elle une épée Damoclès en cas de Mamzerout, si jamais elle s'est remariée alors que son mari était vivant, en s'appuyant avec légèreté sur la rumeur comme quoi son mari est mort, alors, Hachamim ont dit, si son mari revient, sera get misé ou misé, baneha mamzerim, misé ou misé, ven la, lo mezonot, velo belaot, velo perot. Et Kitsour, elle a tellement de tréha qu'elle ne va pas prendre à la légère la edout que son mari est mort. Isha daika minseva, elle va aller mener l'enquête jusqu'à ce qu'elle soit sûre. Donc on s'appuie là-dessus pour dire aguna, aguna. Mais on ne permet pas pour une aguna n'importe quoi. Hasbe shalom. Une échette ish, ça reste une échette ish. Il faut un get kasher. Alors maintenant, est-ce qu'on peut signer le get avec de l'écriture rouge pour que ces analphabètes repassent dessus avec de l'encre noire? Alors, c'est la question qu'a posée qui à qui? Rish Lakish à Rabbi Yochanan. Je répète. Ba'amine Rish Lakish me Rabbi Yochanan. Edim she'en yod'im lahtom. Ma'u she'chtevu lahem besikra ve'yahtemu. Alors, il explique son safek. Ktav elyon, ktav ou en octave. Le fait de repasser avec le noir sur le rouge, ça s'appelle écrire, donc signer, ou bien ça s'appelle pas un ktav, donc ils n'ont pas signé, car c'était déjà signé auparavant. Amarlo en octave. Ils n'ont pas signé, car c'était déjà signé en rouge par les Dayanim. Pas bon. It's not good. Ils doivent signer, ils n'ont pas signé. Les Dayanim ont signé en rouge, alors c'était déjà signé. Donc eux, quand ils sont repassés avec du noir, ils n'ont rien fait. Ça s'appelle en français un coup d'épée dans l'eau. Ils sont repassés sur quelque chose qui était déjà écrit. Il n'y a pas d'écriture sur l'écriture. C'est déjà écrit. Réhouven. Alors tu réécris Réhouven. Shimon. Tu réécris Shimon. Tu n'as rien fait. Et Noctave. Regardez qu'est-ce qu'il va lui dire. Amarlo. Amarle. Regardez. Amarle ve'alo limadetanu rabbeinu. Ktav. Elyon. Ktav le'inyan Shabbat. Toi-même, tu nous as dit qu'à propos du Shabbat, si quelqu'un avait 2 lettres écrites en rouge avant Shabbat, et il est repassé dessus pendant Shabbat avec de l'encre noire, qu'avait-on dit? Haya bravo de melachot, mishum mohek ou mishum kotet. Il a effacé le rouge, il a réécrit le noir. Alors si pour Shabbat tu dis que ça s'appelle kotet, en repassant avec du noir sur du rouge, alors ça devrait être cachère pour le guet, que les Dayanim écrivent en rouge et que les Rédim repassent dessus en noir. Pourquoi tu as dit que la signature n'est pas bonne? C'est la question que pose qui à qui? Rish Lakish à Rabbi Yochanan. La réponse qu'il va donner, elle donne des frissons. Mamash, à Marlo.
Vechi mi pene she'anu medamin naase maase. Il lui a dit, si tu crois que par rapport à notre imagination, on va commencer maintenant à se permettre, à autoriser des choses qui peuvent être gravement interdites, comme une échatiche, je vais t'expliquer. Quand je t'avais dit que Shabbat c'était assourd de repasser avec le noir sur le rouge, c'était une humra, on n'a rien à perdre. Mais maintenant, quand tu vas dire pour les Edim qui peuvent passer avec du noir sur le rouge, c'est pour autoriser le guet, c'est pour cachériser le guet et donner à cette femme un guet pareil pour l'autoriser à se remarier avec un étranger. Tu crois que moi je vais permettre à une Eshet Ish de se remarier avec un guet qui a été écrit et signé de cette manière? Je suis pas sûr que c'est un ktav. À Shabbat, je t'avais dit que oui, c'est considéré Mohek et Kotev. C'était parce que c'était une humra, c'était pour interdire. Mais pour permettre, c'est pas parce qu'on a un dimion. C'est quoi nous meddamin? C'est quoi nous meddamin? On a un dimion. Rashi nous dit en français, c'est quoi meddamin? Regardez s'il vous plaît. Chez Anou, Omdin, Usvurim, ve Omdin, me Omed, Libenu, Naase, Maase, Medamin. Regardez si vous voyez ce que dit Rashi. Kemo Kimdumim. En français, vous voyez qu'est-ce qu'il écrit en français? J'ai envie de voir si vous arrivez à deviner quel est le français de Rashi. Au milieu de un peu après le milieu de la page. Medamin. Je vous lis ce qui est écrit dans Rashi et vous allez me dire Shushpitzir, Shushpatzir. Qu'est-ce que veut dire Rashi? Suspicion. Mais ça n'a pas de rapport ici. C'est pas mal, mais ça n'a pas de rapport. Alors je vais vous dire ce que je pense. Superviser, ça n'a pas de rapport. Allez, les francophones, profitez de Rashi. Vous avez la chance d'avoir Rashi qui vous traduit en français la Gemara. Pas loin. Pas loin, mais ça n'a rien à voir. Le soupçon n'a rien à voir avec notre sujet. Le repassage de l'encre en Hein? dur. Non, je parle du français de Rashi. C'est ça ce que je veux. Le français gaulois. Hein? Bravo! Supposé. Hazak ou Baruch. Supposé. C'est-à-dire Rachidi, Vechimi pene she'anu medamin naase maase. Est-ce que tu crois que parce que j'ai supposé, alors je peux me permettre de trancher une halakha selon ma supposition? Eh bien, Rabbi Yochanan dit non. D'ailleurs, Rashi pousse le bouchon encore plus loin. Il dit même par rapport au Shabbat, où il lui a dit on est Hayav Shetaim, Mishum Mohek et Mishum Kotev. Il lui dit si tu m'avais posé cette question à l'époque du Bet Amikdash, et tu m'aurais dit, dis-moi, il faut qu'il apporte 2 corbanotes, il faut qu'il apporte 2 chèvres, un corban expiatoire parce qu'il a effacé, et un corban expiatoire parce qu'il a écrit. Si tu m'aurais posé cette question, je t'aurais dit non. Quoi non? Mais tu m'as dit qu'il est Hayav Shtaim. Hayav Shtaim au niveau du Issour, mais d'apporter un corban au Bet Amikdash, il faut être sûr qu'il doit apporter 2 corbanotes. Car on n'a pas le droit d'apporter un korban misafek. Si tu n'es pas sûr que tu dois apporter le korban, et tu apportes un korban, ça s'appelle Hulin Ba'azara. C'est-à-dire, quelqu'un qui apporte un korban hatat, alors qu'il n'est pas hayav korban hatat. Il apporte un korban expiatoire alors qu'il n'a pas fauté. Les amis, comment s'appelle ce korban? Hulin Ba'azara. Il a apporté une bête profane. Tu n'as pas le droit de faire la shrita d'une bête profane dans le Bet Amikdash, ce n'est qu'une bête korban. Or, celle-ci n'est pas korban puisque tu n'es pas hayav hatat. Alors moi, j'ai dit que tu es hayav 2 fois. C'est de la théorie, c'est de la supposition, mais ce n'est pas avec certitude. Quand je n'ai rien à perdre, je suis mahmir, mais de là à être mekil, jamais de la vie. D'ailleurs, à l'époque du Bet Amikdash, je ne me serais pas permis de te dire allez, apporte 2 corbanotes, parce que peut-être tu apportes des corbanotes Hulin Ba'azara.
Et de nos jours, si tu me poses la question pour un get, est-ce que les Dayanim peuvent signer en rouge et les analphabètes vont signer en noir en repassant dessus pour signer? Je te dirais non. Pourquoi? Parce qu'un get pareil, peut-être qu'il n'est pas cachère. Et quoi, maintenant tu vas donner un get pareil à la femme et va aller se remarier avec un étranger, avec un get pareil? Ce n'est pas parce que je pense, je présume, je suppose que du noir sur du rouge, c'est une écriture. Mais c'est une supposition. Je ne peux pas trancher une halakha, les hakel, la kula, pour autoriser sur la base d'une supposition. Cette phrase, c'est une lumière pour la vie. C'est parce que on hallucine, parce qu'on suppose, alors on va se permettre d'agir selon notre supposition, pas question. Alors maintenant, la Gemara nous continue, elle nous dit, Itmar, Edim she'en yod'in lahtom. On continue dans le même débat. Quel est le din pour des témoins qui ne savent pas signer? Rav Amar mekara'in lahem niyar halak ou memal'im metakera'im dio. Eh bien, Rav va dire qu'on prend quelque chose de pointu et on fait des marques du nom de ces Edim. Et donc maintenant le parchemin avec lequel on est passé avec quelque chose de pointu, on a les marques du nom. Eux, ils prennent de l'encre et ils repassent sur ces marques. Ils remplissent les fentes, les fissures. Hein? Et ça s'appelle une hatima kesher. C'est qui dit que c'est kasher? Rav. Ou Shmuel Amar be'avar. Be'avar, c'est le cas d'Atar. Ve'atane Rabbi Hiya kadvo be'avar be'shahor be'shehol kasher. La kashia. Ha be'avra, ha be'maya de'avra. Alors, Shmuel donne un autre, comment on appelle ça, conseil, c'est d'écrire avec du plomb. La Gemara dit du plomb, mais le plomb, on a déjà dit que c'est kasher. Alors, ça veut dire que si un get écrit avec du plomb est kasher, donc les dayanim qui ont déjà écrit les signatures avec du plomb, donc après les autres, quand ils repassent dessus, c'est de l'écriture sur de l'écriture, c'est une signature sur signature. It's not good. Par contre, on vient de dire maintenant qu'on n'a pas le droit de signer à leur place pour qu'eux repassent dessus. Même si c'était du rouge, on n'a pas le droit de repasser avec du noir. Mahon, il lui a dit, alors c'est pas évident. Donc maintenant, comment ça se fait que tu dis avec du plomb, c'est cachère? Mais le plomb, déjà en soi, c'est une écriture. Oui, mais c'est pas de l'encre. Et alors, on n'a pas besoin d'encre. On n'a jamais dit que le get c'est un Sefer Torah. Un Sefer Torah, Tefillin et Mezuzot, il faut de l'encre. Mais on a déjà dit que pour le get, Bakol Kotvin, et même Be'avar, Avar du plomb. Alors la Gemara répond, elle dit la Kashia, Ha Be'avra, Ha Be'maya De'avra. C'est-à-dire, ce que Shmuel a autorisé d'écrire en tant que brouillon de la part des Dayanim qui vont écrire avant, c'est lorsqu'on écrit avec du plomb lui-même. Et donc le plomb lui-même, ça ne s'appelle pas une écriture durable. Et de ce fait, si les Dayanim ont signé avec du plomb, ils peuvent repasser dessus avec de l'encre, no problem. Ce que la Baraïta a considéré comme une écriture durable, avec le plomb, elle parlait de Maya de Avra, de l'eau dans laquelle on a laissé macérer le plomb et on a gratté le plomb et on a du sulfate de plomb. Eh bien là, ça s'appelle de l'eau de macération qui, elle, maintenant, peut servir d'encre et c'est de l'encre indélébile et par conséquent, si les Dayanim ont écrit avec ça, ce n'est pas possible que les Edim viennent signer par-dessus. Parce que ça s'appelle écrire sur de l'écriture. Is not good. Alors, Rabotai,
je vous repose la question. Qu'en est-il si on a devant nous des analphabètes qui ne savent pas signer? Quel conseil donnerez-vous aux Dayanim? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens-là? Qu'est-ce que vous dites? Les contours. Il pourra jouer avec du plomb. Très bien. Alors, bravo. Qui dit avec des traces? Non, c'est rare. Les traces qui ont été... Rare. On n'a pas parlé de contour. Non, c'est-à-dire C'est ça, la marque de la lettre. La marque de la lettre avec un objet pointu. Je prends un compas ou je prends un couteau et avec cela, je marque le parchemin. Je fais des traces de lettres. On a juste des traces de lettres. Mais ensuite, les Edim vont repasser dessus avec de l'encre. Alors les frères et les amis, ça c'est qui a dit que ça marche? C'est rare. Ah, selon Shmuel, qu'est-ce qu'il donne comme conseil? Avec du plomb. Du plomb, avec du liquide de plomb, ou bien c'est juste le plomb lui-même? Juste le plomb lui-même. Et pourquoi c'est cachère? Bravo, car le plomb liquide, ce serait indélébile quand c'est la macération, tandis que ici c'est juste avec le plomb lui-même. C'est une forme de lettre qui va disparaître, qui s'efface toute seule. Donc quand il repasse dessus, tout va bien. Rabbi Abaou, Amar Bememilin. Rabbi Abaou, il dit que on peut également utiliser d'autres astuces. Les Dayanim peuvent signer. D'abord, pour ces analphabètes, ils vont signer avec quoi? Avec mémiline. C'est quoi mémiline? Avec de l'eau dans laquelle on a laissé macérer quelque chose qui ressemble à des noix de Galles. D'accord? Eh bien, Metaria, ou Aptsa. La Gemara dit, ah bon? Comment est-ce que ça peut marcher ça? It's not good. Be'atane Rabbi Hanina. Un guet qui a été écrit avec de l'eau de macération de noix de Galles. Le guet lui-même est cachère. Sous-entendu que ça s'appelle de l'écriture. Alors comment les Dayanim peuvent signer avec des noix de Galles en tant que brouillon pour que les Edim, les témoins, repassent dessus pour signer avec de l'encre? Mais déjà, la signature avec Me'afatzim, ça s'appelle déjà une signature. Alors, signature sur signature, c'est 0. Donc, ce n'est pas caché, c'est les Dayanim qui ont signé avec de Me'afatzim. Ce n'est pas bon. La Gemara dit la Kashia. Hade afitz, hade lo afitz. Oh là là. Qu'est-ce que ça veut dire, hade afitz, hade lo afitz? Il y avait des parchemins à l'époque qu'on travaillait, comment? Après avoir tanné la peau, travaillé le cuir et ensuite préparé le parchemin, on allait le tremper dans de l'eau avec des noix de Galles. Et donc maintenant le parchemin était sublime. Il était lisse, mais en plus, il était de couleur un peu brune. C'était un peu brun. D'ailleurs, vous allez voir tout à l'heure que les Khatkhila, les Juifs, écrivaient des documents d'ordre pécuniaire, tout ce qui était des documents financiers, comme des actes de vente, de prêt, de legs, c'était sur des parchemins qui étaient de cette couleur brunie. Pourquoi on voulait que ce soit bruni? Pour pas qu'il y ait de trafic. Parce qu'après ça, on pouvait trafiquer. Imaginons par exemple, le bonhomme, il est facile, il écrit ce qu'il veut. Tu vas pas te rendre compte, mais si c'est avec des Me'afatzim, après quand tu effaces, on voit que c'est du blanc, alors qu'avant c'était, partout c'est du brun, et là où tu as gommé, on voit que c'est blanc. On a compris ton trafic. Eh bien, regardez-moi comment c'est beau maintenant. Si le claf a déjà été trempé dans des Me'afatzim, et ensuite les Dayanim signent en tant que brouillon une signature avec des Me'afatzim.
Donc ça fait Merafatsim sur Merafatsim. C'est pas une belle écriture. Quand est-ce qu'on a dit que le guet est kasher lorsqu'il a été écrit avec Merafatsim? C'est lorsqu'on avait un parchemin ou une feuille de papier qui était claire, limpide comme l'eau de roche, et après tu écris avec, à la place de l'encre, tu utilises des Merafatsim, de l'eau de macération de noix de Galles, eh bien ça se voit qu'il y a une écriture ici. Et c'est une écriture durable, indélébile, et par conséquent c'est un guet kasher s'il a été écrit entièrement avec des Merafatsim. Mais si c'était un parchemin qui était lui-même déjà macéré et trempé pendant quelques jours dans un liquide de noix de Galles, dans du jus de noix de Galles, après toi tu viens et tu écris un guet dessus, on voit rien. On voit rien du tout. Dis-moi, qu'est-ce que tu as écrit là? Je vois une forme de lettre, mais j'arrive pas à lire. Tu peux me lire ce que tu as écrit là? C'est ça le brouillon. Quand on a dit que les Dayanim ont le droit d'écrire Bememilin, c'est-à-dire Merafatsim, c'est quand c'est des Merafatsim qui sont en tant que signature sur un parchemin qui lui-même avait déjà été préalablement macéré dans des Merafatsim. Alors là, la signature avec des Merafatsim n'est pas lisible vraiment. À peine ça permet au signataire de voir des formes et il repasse l'encre sur ces formes, sur ce brouillon. Là, c'est Besséder. Pourquoi c'est Besséder? Parce que ça ne s'appelle pas qu'ils écrivent sur de l'écriture. Ils écrivent sur une écriture invisible. L'Agma dit, la kashia, hade afitz, hade lo afitz, she'en memilin, al gabe memilin. Des afatsim sur des afatsim, ce n'est pas lisible. Et voilà pourquoi, en tant que guet, ce ne serait pas kasher, mais en tant que brouillon pour les signataires, it's very good. Ok. Quatrième astuce. Rav Papa Amar Berok. Qu'est-ce que c'est Berok? Qui peut me dire c'est quoi Rock? La salive. Voyez-vous qu'est-ce qu'ils ont fait les Dayanim pour faire un brouillon pour les signatures? Et ils ont fait avec la salive. Ils prennent la salive et ils font une forme de Réhouven, Shimon, et après les signataires, ils passent avec de l'encre sur la salive, et c'est comme ça qu'ils ont... Et c'est kasher. Pourquoi? Parce que la salive, ce n'est pas de l'écriture, donc il n'y a aucun problème. Ça ne s'appelle pas écriture sur écriture. Rabotaï, interrogation orale. Quelles sont les 4 astuces? Quelles sont les 4 astuces? Allez, d'abord, donnez-moi les noms. C'est qui les 4 rabbanim? C'est qui les 4 rabbanim qui ont donné chacun une astuce? Donnez-moi les 4 astuces. Rav, Shmuel, Rabbi Hanina et Rav Papa. Quelle est... Rav Papa. Quelle est l'astuce de Rav? Rav, qu'est-ce qu'il avait dit? Hein? On fait des contours. Pourquoi vous dites contour? On fait des traces. Avec un objet pointu, on marque des traces. Et donc là, eux, ils passent avec de l'encre sur les traces. Donc il y a des formes de lettres avec un objet pointu sur le parchemin ou sur n'importe quel support. Et eux, ils passent sur ces traces et ils mettent de l'encre. Donc ça s'appelle l'écriture. Il n'y avait pas d'écriture auparavant, c'était que des traces. Deuxième. Le plomb. Hein? Le plomb. Oui. Là-bas. Le plomb. Mais en bas. Exactement, ça s'appelle sirtout. Bravo. Vous avez bien fait de me rappeler que les traces, ça s'appelle sirtout. Comme les sirtout qui sont invisibles, les traces qu'on voit dans le... Deuxième. Alors, Shmuel, qu'est-ce qu'il nous a donné comme le plomb? Avar. Comment on dit le plomb en araméen, en hébreu? Avar. Avar. En araméen, avar. Bon, troisième, c'est Rabbi Hanina. Qu'est-ce qu'il nous a proposé? Memilin al-Gabé Memilin, un parchemin qui a été macéré dans de l'eau, dans un liquide de noix de Galles, et après tu mets un brouillon avec un liquide de noix de Galles, ça se voit pas, c'est motard. Ça s'appelle de l'encre invisible. Ça c'était qui?
Baou. Le troisième. Hazak ou Baruch. C'est-à-dire, Rabbi Abaou. Pourquoi je l'ai appelé Rabbi Hanina? le dernier. Pardon, c'est pas Rabbi Hanina, c'est Rabbi Abaou. Je me suis trompé. Rabbi Abaou, c'est lui qui a donné ce troisième conseil, à savoir Memilin al-Gamulin. Rabbi Hanina, c'était au contraire composer une kushia sur Rabbi Abaou. T'as rien à ça. Et le dernier, Papa. Rav Papa. La salive, bravo. Alors maintenant, la Gemara nous dit que Rav Papa a donné ce conseil à Papa Torah. C'est qui Papa Torah? Rav Papa a donné ce conseil de faire avec de la salive comme brouillon pour les signatures des analphabètes. Eh bien, il lui a dit fais-le avec la salive. Mais qui a parlé à qui? Rav Papa, il a parlé à Papa Torah. C'est qui Papa Torah? Rashi. Rashi, Torah, c'est un shor. Shor, c'est un bœuf. Lui, c'était un commerçant de bœufs, un chevillard. Ce chevillard-là, qui achetait et vendait des bœufs, des taureaux, on l'appelait Papa Torah. C'était son prénom. Et comme par hasard, c'est Rav Papa qui s'adresse au chevillard, Mister Papa Torah. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit? Berok. Ok, Rabotai, la Gemara dit Begitin, Aval Bishtarot Lo. Tout ce qu'on vient de dire qu'il est autorisé de préparer le brouillon des signatures aux signataires analphabètes. Alors les Dayanim ou n'importe qui peut écrire ce brouillon avec soit de la salive, soit avec du plomb, soit juste des lignes, des traces de lettres, ou avec quoi encore? Qu'est-ce qui nous manque? On a le plomb, on a le trace, on a la salive, on a Memilin, Al-Gabé Memilin, les doigts de Gad. Alors, tout ça, c'est seulement pour le guet, mais pas pour les autres documents d'ordre pécuniaire. Pourquoi? Parce que le guet, on a été mekil. On a été mekil parce qu'on ne veut pas qu'elle reste aguna. Les hachamim ont été cool. Mais pour les autres choses, non. On n'a pas le droit de leur préparer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chercher des vrais des gens qui savent signer, qui savent écrire, pas des analphabètes. Comme ça dit Rashi, Begitin Mishum Iguna. Ava Bishar Shtarot, Yahzor Ahad Edim Bekiim Lahton. Alors, Rabotai, je vous pose la question. L'histoire des traces de lignes, Behemet, Zelopashut, l'histoire du Sirtout là, il est écrit que certains interdisent, certains Rishonim disent que ça c'est assourd, mais que en fait, ce dont on parle du contour. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez les amis. Imaginez-vous, je prends ce papier là, d'accord? Dans ce papier là, je prends des ciseaux et je coupe des formes de lettres. Vous allez voir des formes de lettres. On prend ce papier là avec des formes de lettres Réhouven et on met ça en dessous du guet, et les analphabètes, ils prennent de l'encre et ils remplissent les espaces vides. C'est-à-dire que... Comment? Oui, c'est une lettre évidée. Exactement. C'est une lettre qui était évidée, et maintenant ils remplissent. Une fois qu'ils remplissent... Il faut les contours, et puis au lieu d'écrire sur les contours, ils remplissent à l'intérieur. C'est ça. Ça, c'est une autre explication pour dire que les Dayanim n'ont pas du tout touché, selon Rav, au parchemin lui-même. Ils ont fait ça sur du papier ou du parchemin. Ils ont fait des formes de lettres. Donc ils ont évidé les lettres et on pose ça sur le guet et on remplit avec de l'encre. Et là, les analphabètes, ils ont tout fait. Les Dayanim n'ont rien fait. Tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est une explication des paroles de Rav. Au lieu de dire mais karéin,
c'est plus précis. Parce que quand on dit Mekarein, Korea, c'est déchirer. Comme on a expliqué, déchirer, c'est faire des fissures dans le parchemin avec quelque chose de pointu où tu vas tracer des lignes et tu vas appeler ça Mekarein. C'est un peu dur. Mais d'après ce pirouche, c'est beaucoup plus fluide. Mekarein, c'est que vraiment on a déchiré le papier complètement, on a évidé les lettres et ensuite on pose ça sur le guet et on remplit le vide et on a des formes de lettres sur le guet. Ça s'appelle Mekarein. Couper, déchirer, c'est beaucoup plus précis. Mais là, ils ont plus besoin d'écrire, il suffit qu'ils colorient le papier, ça va arriver. Exactement. C'est même plus l'écriture. Tout va bien. Voilà, tout va bien. Alors, on n'a pas besoin de remplir avec de l'encre comme ça, on peut passer normalement. Ils n'ont pas besoin d'écrire. Ils n'ont pas besoin, mais je ne sais pas si on peut. Directement, c'est rempli, Oui, mais c'est si ça. on. Est-ce que c'est Non, c'est ça aussi, verser ça. un encrier. Parce qu'il existe. Non. Verser un encrier dessus, ça c'est pas bon. Et ce serait pareil, le Non. rappel serait même. Il faut prendre une plume et passer à la place de la Il lettre. faut donc Oui, faire oui. le contour. Faire le contour de la lettre. Ok. La Gemara nous dit que tout cela, c'est que pour un guet où on a été cool, mais pour des documents classiques, on n'a pas été mekil. On exige que des gens qui savent écrire, pas des analphabètes. Une fois, il y avait quelqu'un qui avait fait ça, c'est-à-dire les signataires étaient des analphabètes pour des documents autres que le guet, et il leur a préparé la signature en brouillon comme ça. Rav Kana a entendu, il a dit amenez-le au Beddin. Ils l'ont attrapé, ils l'ont attaché au pupitre, et l'huissier de justice lui a donné une bonne tréha. Tania Kavate des Rav. Comme ça, on saura que plus jamais de faire des choses pareilles. Lui va se rappeler, tout le monde aussi. Alors, Tania Kavate des Rav, Edim she'en yod'im lahtom mekarein lahem niyar halak ou memal'im et akraim dio. On avait dit que Rav, c'est la première des 4 astuces. Il avait proposé d'être mekareya pour que les Edim écrivent sur ces traces, n'est-ce pas? Sur les traces. Les traces qu'on a fait sur le parchemin, ou selon la deuxième explication, avec le sirtout, ou bien comme je viens d'expliquer, on a évidé des lettres sur un papier qu'on a posé sur le parchemin. On a trouvé une braïta qui dit exactement pareil. Tania Kabate des Rav, Edim she'enam yoda'im lahtom, mekarein lahem neyar halak, ou memal'im et akra'im dio. Des Edim qui ne savent pas signer, eh bien, on est mekaréa, on leur fait des traces d'écriture, des formes de lettres dans le papier, et ensuite eux, ils remplissent cela avec de l'encre. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Bamed Barim Amurim Begite Nashim, Aval Beshihrure Avadim Ushar Kol Ashtarot, Im Yod'im Nikrot Velachtom Hotmim, Ve'im Lav En Hotmin. Rabban Shimon ben Gamliel conclut en disant, quand est-ce que on est tolérant et qu'on autorise de préparer la signature avec ce brouillon, comme on vient de dire, avec des traces de signature sur le parchemin, c'est uniquement pour le guet, parce qu'on a peur que le mari s'en aille et que la femme reste aguna. Mais pour la libération d'esclaves cananéens, ushar kolash tarot, ainsi que tous les documents d'ordre financier, im yod'im likrot, si les signataires savent lire, velachtom et signer, hotmin, alors eux ils peuvent signer, ve'im lav en hotmin, s'ils ne savent pas signer, eh bien il faut aller chercher des témoins qui savent signer. La Gemara pose la question après la citation de cette baraïta. Kriya Mandachar Shema, qui a parlé de lecture? Rabban Shimon Gamliel, il parle de lecture, mais Tanakama n'a pas parlé de lecture, on a parlé des analphabètes qui ne savent pas écrire, pas qui ne savent pas lire.
La Gemara nous dit Hasure me hasra ve'achi katane. Il manque une phrase dans cette baraïta, et voilà ce qu'il faut rajouter entre parenthèses pour comprendre la structure de la baraïta. On reprend. Redim shenam yod'im likrot korim lifnehem vechotmim she'en yod'im lahtom mekare'im lahem neach halak umemal'im et akraim dio. Ça veut dire, au tout début de la braïta, tu dois rajouter une parenthèse en disant comme ça. Des redim qui ne savent pas lire, alors les dayanim doivent lire devant eux le contenu du shtar. Et ensuite, eux, ils signent. Signer, ils savent signer. Lire, ils ne savent pas lire. Alors, on leur lit le contenu du shtar, du document, et ils signent. Ça, c'est dans la mesure où ils savent signer. Juste, ils ne savent pas lire. Maintenant, s'ils ne savent pas non plus écrire, alors on leur fait le brouillon, la ronde, c'est-à-dire, lahem, on fait des traces, on fait des traces de lettres, des formes de lettres. S'ils ne savent pas lire, D'abord, on a parlé de celui qui ne sait pas lire, mais il sait signer. Et après, on a parlé de celui qui ne sait même pas signer. mais s'ils ne savent pas lire, comment on peut prétendre qu'ils ont compris? Ils peuvent dire n'importe quoi. Bravo, Hazak Barou, excellent. Bonne question. Attendez, gardez au chaud. Aujourd'hui, vous posez de bonnes questions. Alors, regardez ça. La Gemara dit, Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Bame devarim amurim, begite nashim, aval shehurei avadim ush'ar kol hashtarot, im yod'im likrot velachtom hotmim, vim lav en hotmim. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabban Shimon ben Gamliel te dit, quand est-ce qu'on est cool, on est tolérant, on est mekil en lisant devant eux alors qu'ils ne savent pas lire. Et on leur prépare le brouillon de la signature alors qu'ils ne savent pas écrire. C'est seulement pour un get où on a été mekil parce qu'elle est pour pas la laisser aguna, mais par rapport à des au shtarot, non. Imlat en hotmim. Il y a Agounou qui les ont suivis. Amar Rabbi Azar. Rabbi Azar pose la question. Maïtama de Rabban Shimon ben Gamliel. Pourquoi Rabban Shimon ben Gamliel, s'il dit que c'est pas bon pour les autres shtarot, pourquoi il dit que c'est bon pour le get? Chez Loyu benot Israël, agunot, pour pas qu'une fille d'Israël ne reste bloquée. Amar Rava, halacha ki Rashbag. Rava dit l'halacha, elle est comme Rashbag. Qui dit que pour les autres shtarot, on n'a pas le droit. Des Rav Gamda Mishme des Rava Amar en halacha ki Rashbag. Mais Rav Gamda, au nom de Rava, il dit non, la halacha n'est pas comme lui. C'est-à-dire, Rashbag, Rabban Shimon ben Gamliel, a dit que c'est permis que pour le get, mais c'est interdit pour les autres documents. Alors on a une mahloket entre deux élèves de Rava. Il y en a un qui a dit au nom de Rava, halacha ki Rashbag, et il y en a un qui a dit au nom de Rava, en halacha ki Rashbag. Celui qui dit halacha ki Rashbag, il est mahmir dans les autres shtarot. Et il dit, si les signataires ne savent pas lire ou écrire, il ne faut pas les utiliser. Il ne faut pas leur faciliter la vie en lisant devant eux et en préparant le brouillon des signatures. Non. Allez-y chercher quelqu'un qui sait lire et écrire. Et l'autre, Rabbi Gamda, il dit au nom de Rava, en halacha ki Rashbag. La halacha n'est pas comme Rashbag qui dit qu'il y a une différence entre get et autres shtarot. Il n'y a aucune différence. On peut utiliser même des analphabètes pour signer d'autres documents, pas seulement le get. Ah, ils ne savent pas lire, eh bien lisez devant eux. Ils ne savent pas écrire, eh bien préparez-leur le brouillon. Alors, Ve'ela keman, kerabanan, ve'aou de'abad, ovda mish'ar shtarot, ve'nagde Rav Kahana. La Gemara dit, ok, selon ce Rav Gamda, qui a dit au nom de Rava, que la halacha n'est pas comme Rashbag, alors la halacha est comme qui? Comme Rabbanan, Tanakama, qui n'a pas distingué entre Sh'ar Shtarot et les Gitin. Sous-entendu que même pour d'autres documents, pas uniquement pour un get, on peut tolérer des analphabètes. En leur facilitant la tâche. On lit devant eux et on leur signe. J'ai un petit problème. Pourtant, on a appris que Rav Kahana,
a attrapé quelqu'un qui avait préparé la hatima, la signature au Edim pour d'autres documents, et il lui a donné une tannée. Ça veut dire que la halakha, elle est plutôt comme Rashbag, qui dit que c'est que pour le guet qu'on est tolérant, mais pas pour les autres documents. Et là, maintenant, tu es en train de me dire que la halakha, elle n'est pas comme Rashbag, qui distingue entre guet et document. La halakha, elle est comme Hachamim, qui dit que même pour les autres shtarot, on peut faire signer des analphabètes. Je comprends plus rien. D'une part, la halakha, elle est comme Hachamim, qui tolère. D'autre part, Rav Kahana, il a donné des coups à celui qui a été tolérant. Mazé, qu'est-ce qu'il faut faire là? La Gemara donne une réponse succulente. Targema akri'a. Targema akri'a. C'est-à-dire, il y a deux éléments, il y a 2 points de mahloket. Quel était le premier sujet? La lecture. Deuxième sujet, écriture. Par rapport à ces 2 points, il y a une mahloket entre Rashbag et Hachamim concernant les autres documents. Pour le guet, tout le monde est d'accord. Ils ne savent pas lire, les Dayanim vont leur lire. Ils ne savent pas écrire, eh bien on va leur faire le brouillon de la signature. Ça c'est pour le guet. Qu'en est-il pour les autres documents? Mahloket. Rashbag interdit, il dit ni lecture, ni écriture. On va chercher des gens qui savent lire, qui savent écrire. Selon Hachamim, même pour les autres documents, on peut aussi bien comment on appelle ça? Tolérer les ignorants. On peut tolérer les ignorants. Marot. Alors, si on tolère les ignorants, ça veut dire quoi? On peut leur lire et les faire signer sur du brouillon. Marot. Alors, répétons, s'il vous plaît. Répétons. Quelle est la mahloket entre Rashbag et Hachamim? Quelle est la mahloket entre Rashbag et Hachamim? Ils sont tous d'accord pour le guet. On peut lire et préparer la signature aux analphabètes. D'accord? Là-dessus, il n'y a pas de mahloket. Quelle est la mahloket entre Rashbag et Hachamim? Rashbag ne facilite pas pour les autres documents. Très bien. Rashbag ne veut pas qu'on facilite la vie aux analphabètes pour les autres documents. Il a dit non, 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 ils ne savent pas, sortez de là. Allez-y, cherchez d'autres Edim. Parce qu'on ne veut ni lire aux analphabètes, ni leur préparer l'écriture, la signature. D'accord, ça c'est Rashbag. Que pense Hachamim? Ils facilitent. C'est-à-dire Ils faut être tolérants avec par rapport à quoi ils sont tolérants? Ils acceptent de lire et d'écrire. par rapport à la Kahana et à... Non, 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 non. Pour tous les documents. Pour tous les documents, qu'est-ce qu'ils permettent? De lire et d'écrire. Bravo! De lire devant eux et de leur préparer le brouillon de la signature. Excellent. Alors maintenant, la halakha elle est comme qui? Comme Rashbag ou comme Hachamim? Alors déjà, la première version de Rava, il a dit halakha ke Rashbag, d'accord? Le premier il a dit halakha ke Rashbag, les autres documents interdits. Le deuxième, Rav Gamda, il a dit au nom de Rava, en halakha ke Rashbag. Ça veut dire la halakha n'est pas comme Rashbag. Donc, on en déduit, sous-entendu, halakha ke Hachamim. Hachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bravo! Faciliter la tâche. Tout est bon partout. C'est-à-dire, même pour les autres documents, on peut lire et préparer la signature. It's very good. Nahon, quelle était la couchia là-dessus? Alors pourquoi Rav Kahana a frappé le bonhomme qui a préparé la signature? Pourquoi? Mais tu as dit que la halakha est comme Hachamim qui permettent, même pour les autres documents. La réponse d'Agmara, écoutez ça. Targema akri'a. Le aleph en araméen, rappelez-vous toujours, le aleph au début d'un mot en araméen, c'est comme le mot al en hébreu, sur en français. C'est-à-dire, ça se rapporte à la lecture. Akri'a, sur la lecture. On parle de la lecture. C'est-à-dire, quand est-ce que la halakha elle est comme Hachamim? C'est que pour la lecture. Mais la halakha elle est comme Rashbag pour la signature. À savoir que pour les autres documents,
Quand il ne s'agit pas de get, alors là, on a dit qu'il y a une mahloket entre Rashbag et Chachamim par rapport aux deux points, écriture et signature. La halakha, elle est comme Chachamim pour la lecture, et la halakha, elle est comme Rashbag pour la signature. Et là, maintenant, on a compris. Les deux ont raison. Rav Gamda, au nom de Rava, il a dit la halakha n'est pas comme Rashbag. De quoi il parlait? De la kri'a, de la lecture. Oui. On peut lire devant un analphabète qui ne sait pas lire, on a le droit de lui lire. Il y a lui de signer. Ah oui. Tandis qu'on ne va pas lui faciliter la signature. Quand on a dit halakha et Rashbag, c'est par rapport à la signature pour dire que pour les autres documents, on ne facilite pas aux analphabètes le travail, on ne va pas leur préparer le brouillon de la signature. C'est pour ça que Rav Kahana a frappé celui qui avait préparé le brouillon de la signature au Rebbe. Pour la signature, halakha et Rashbag, qui est stricte, pour l'écriture, halakha comme Chachamim, qui sont tolérants, indulgents, même pour les autres documents. Donc, si l'analphabète ne sait pas lire, tu peux lui lire les autres documents. Mais s'il ne sait pas écrire, tu peux pas lui préparer la signature. Il faut aller chercher quelqu'un. Même quelqu'un que quoi? Qui sait signer, même s'il ne sait pas lire. Maintenant, par rapport à toute cette histoire, Rav Yehuda Mitztaher Karev et Hatim. La Gemara raconte une histoire. Rav Yehuda, quand il devait signer un document, soit en tant que témoin, soit en tant que dayan, même quand il a atteint un âge avancé et qu'il avait beaucoup de mal à lire, à l'époque il n'y avait pas de lunettes, eh bien il prenait comme ça le shtar, il commençait à lire comme ça pour lire le contenu avant de signer. Mitztaher vehatim, avec beaucoup d'efforts, il lisait pour ensuite signer. Amar le Oula lotzrichat. Oula lui a dit, mais t'as pas besoin de faire autant d'efforts. Deha Rabbi Azar Mara de Arad Israël. Karukame vehatim. Rabbi Azar ben Pedat, celui qu'on a appelé le grand maître d'Eretz Israël, il connaissait tout par cœur. Rabbi Azar ben Pedat, c'est celui qu'on a donné comme Havruta Rabbi Yohanan quand Rish Lakish est Niftar. Et que Rabbi Yohanan disait, où est Rish Lakish qui me posait 12 questions? Et Nahon, où est-ce qu'il est? Alors on lui a amené une Havruta, un Gaon à Geonim, Rabbi Azar. Dès que Rabbi Yohanan disait quelque chose, Rabbi Azar lui dit, tu as raison. Voilà, il y a une braïta qui te donne raison. Ah ouais, voilà une braïta, et comme ça il lui amène tout le temps des preuves. Il lui a dit de me dire que j'ai raison. Ça, je le sais déjà. Mais ce dont j'ai besoin, c'est Rish Lakish qui me harcelait de questions. Et j'étais obligé de lui donner des réponses. Car Harav Hashma Deta, le sujet était éclairé. Et bien maintenant, où est Rish Lakish? Il se met à courir dans les rues. Echan Atbar Lekisha, Echan Atbar Lekisha, jusqu'à ce qu'il a perdu la raison. Il est devenu fou. Les Hachamim ont prié que le bon le reprenne. Abu Hana. Il est niftar. C'était son beau-frère. Par le chagrin de ne pas avoir une havruta du niveau de Rish Lakish. Alors Moraï Rabotai, il lui a dit, tu vois que Rabbi Azar, ce Rabbi Azar ben Pedat qui était Maradé Arad Israël, lui, on lui lisait le contenu du shtar, et il signait, même sans avoir lu. Pourquoi tu t'efforces à lire? Les Rav Nachman, Karukame, Safre Dayane, Vehatim, pareil Rav Nachman, les Sofrim, les Dayanim, lui lisaient le contenu de ce qu'ils avaient écrit, et lui juste il signait. Alors la Gemara dit, Davka Rav Nachman, les Safre de Dayane, Deitleu Emata, Aval Rav Nachman, les Safre Acharine, au Safre de Dayane, au Safre Dayane ve'inish Acharina, lo. C'est-à-dire, Rav Nachman, lui c'était le grand Dayan. Il était le gendre du Resh Galuta, le président de la communauté babylonienne, ce qu'on appelle l'exilarque. Il était le gendre du Resh Galuta, et il était Dayan.
Et il avait des sofrim qui étaient des sofrim, des dayanim. Ceux-là, ils travaillaient avec lui. Ils n'avaient pas intérêt à se moquer de lui et de lire du mensonge. Donc ils pouvaient compter sur leur lecture parce qu'ils avaient peur de Rav Nachman. C'était le gendre du Resh Galuta. Et eux, c'était des sofrim, des dayanim. Alors là, en effet, on peut compter sur leur lecture et être sûr qu'ils ne vont pas mentir. Ils ne vont pas lire du abracadabra et faire entrer ce qu'ils veulent en lisant. N'est-ce pas? Ils peuvent faire semblant de lire. Alors il y avait écrit 10 000 shekels, il dit 100 000 shekels. C'est trop facile, Naron. Alors lui, non. Il peut compter sur eux. Parce qu'ils ont peur de Rav Nachman. Mais si Rav Nachman avait affaire à un autre sofer, c'est pas le Safra des Dayanés qui travaillait régulièrement avec lui, ou bien un autre qui n'est pas comme Rav Nachman, même si c'était ses sofrim, mais c'est pas Rav Nachman duquel ils ont peur, eh bien on ne peut pas s'appuyer sur la lecture d'un étranger pour signer en dessous, car peut-être il t'a raconté n'importe quoi. Peut-être qu'il t'a raconté n'importe quoi et tu as signé en croyant que Béhémet, tu signes sur ce qu'ils ont dit. Il faut que tu lises toi-même. C'est pour ça que Rav Yehuda, il était mitztaher, il lisait. La Gemara raconte, Rav Papa, qui avait attelé kameshtara par sa'a, des arid, des arkaot shel kutim, makri leul shne kutim, ze shelo bivdneze, bemessiach lefi tumo, ou makbebe mimesharbede. Rav Papa, lorsqu'on lui apportait un document, par exemple un acte de prêt, qui avait été établi dans un tribunal perse, donc par les goïms, c'était Arkaot, et signé par des goïms, et l'écriture, c'était en langue perse, lui ne comprenait pas un mot. Eh bien, qu'est-ce qu'il faisait? Il appelait deux goïms, chacun séparément, il lui disait, viens, lis-moi ce qu'il y a écrit. Mister, lis-moi s'il te plaît cela. Il lui lisait. Il appelait un autre goï. Lis-moi ça. Messiah les fitoumo, il leur disait pas pourquoi. Et donc, comme ça, comme il disait naïvement, et donc, il avait donc deux lectures, il savait que c'était exactement pareil, donc il savait ce qui était écrit, et il savait que la signature de ce document était absolument valide. Vous vous rappelez ce que Rashi nous avait dit, Dina de Malchuta Dina, et aussi que les Bnei Noach sont concernés par les lois juridiques. Eh bien, il considérait que ce document est valide, à tel point il est valide, que Gavé Mimeshabédé. Ça veut dire quoi Gavé Mimeshabédé? Il pouvait aller chez les acheteurs de terrain qui ont acheté de cet emprunteur des terrains, des biens immobiliers. Si jamais il n'était pas solvable au moment du remboursement, eh bien il allait voir les acheteurs en disant « Messieurs, désolé, vous avez pris le risque d'acheter un bien hypothéqué. Tant pis pour vous, ce monsieur aujourd'hui n'est pas solvable, on va vous saisir ce bien pour rembourser la créance au créancier. » Alors, Moray Rabotaï, ça c'était, pourtant, il ne savait pas lire, mais c'est comme ça qu'il faisait pour être sûr. Premièrement, il savait que la signature, elle est bonne parce que, on a déjà dit arkaot, quand c'est dans les tribunaux, ils n'ont pas intérêt à se faire une mauvaise réputation et de ternir leur image, mais en plus, c'est qu'il savait que le contenu avait été bien lu parce qu'il ne s'appuyait pas que sur un seul, mais sur deux lecteurs séparément, et bien Messiah Lefitoumo qui lisait naïvement. Amar Abashi, Amarli Ravuna Barnatan, Achi Amaramimar, Haïshtara par Saad et Hatime Ale Saade Israël, Magbinan Be Mimesharbede. Pareillement, si on avait un document rédigé en langue perse et les signataires sont des juifs, eh bien pareil, pas seulement des signataires goy comme on avait vu avant au tribunal, même si c'est des signataires juifs, c'est pareil. Le Gemara dit, comment ces signataires sont acceptables, sont admissibles, mais ils ne savent pas sur quoi ils ont signé puisqu'ils ne comprennent pas la langue perse. Alors comment tu peux dire que ce document est valide et on peut même aller et Toref Mimesharbede, saisir les acheteurs? Réponse Bédéyad. On parle ici de juifs perses qui savent lire le perse. La Gemara dit mais on a dit Beleka, on a besoin que ce soit des parchemins qui ont été macérés dans du liquide avec du noix de Galles qui fait que ça va brunir le parchemin pour
pour détecter ceux qui viennent pour magouiller et qui vont effacer pour mettre autre chose, on voit tout de suite que ça a été gommé. Eh bien, Rabotaï, les goïms, ils ne faisaient pas attention à cela. La réponse, Bédéa Fitzan. Comme par hasard, ces goïms, cette fois-ci, ils ont utilisé des parchemins qu'ils ont achetés dans le magasin d'un juif. Le libraire juif, il leur a vendu à Fitzan. Ok. La Gemara dit, mais les juifs, ils ont une exigence. Le tribunal, quand il rédige un shtar, un document quelconque, chez nous juifs, on a l'habitude de reprendre tout le contenu du shtar en bas de page. C'est-à-dire que juste avant la signature, on reprend en résumé, succinctement, tout le contenu. Pourquoi? Parce qu'on a peur des magouilleurs. Que quoi? Ils peuvent, si jamais il y a de l'espace entre la signature et l'écriture d'en haut, ils rajoutent ce qu'ils veulent. Alors, ils ne peuvent pas. Pourquoi ils ne peuvent pas? Même si notre signature elle est en bas et qu'il y a de l'espace vide, étant donné qu'on a déjà résumé, récapitulé tout le contenu, toi maintenant tu rajoutes une nouvelle chose, eh bien tu rajoutes une nouvelle chose qui ne figure pas là-haut, it's not good, tu te fais attraper. Alors ici, comment ça se fait que c'est caché? La réponse, Bédé Merda. Imaginons que cette fois-ci, ils ont dit au goy, au magistrat, de dire, nous on est juifs, ça ne vous dérange pas s'il vous plaît de reprendre en résumé et récapituler tout le contenu? C'est de cela qu'il s'agit, sinon bien sûr que ça n'aurait pas été caché. Alors la Gemara du Véla, Maïka Mashma'alan. Alors si tout va bien dans le meilleur des mondes, le compte est bon, j'ai pas compris quel est le hidouche. Boker Tov, tu me dis que c'est caché, Mama hidouche. Tout est bon, alors c'est sûr que c'est bon. Véla Kamashmalan. Des kol lachon kacher, tanina, get sheketavo ivrit, ve'edav yevanit, ve'edav ivrit, kacher. Si c'est pour nous dire que c'est pas gênant qu'il y ait une écriture perse, une signature hébreu, oui, non, mais ça veut dire qu'ici on a parlé de juifs qui ont signé. Nahon, des juifs qui ont signé sur un document perse. Si c'est pour nous dire que ce n'est pas grave qu'il y ait une différence de langue entre le haut et le bas, en haut c'est écrit en perse et en bas signé en hébreu, si c'est pour me dire ce chidouche, mais ça on l'a déjà pris dans une Mishnah, mais faut récher, qu'un guet qui est écrit en hébreu et les Edim ont signé en grec, ou bien écrit en grec et signé en hébreu, kacher, alors c'est quoi le chidouche? Si on n'avait que cette Mishnah qui parle du guet, on aurait pu penser que c'est une kula pour la aguna. Spécialement pour le guet, Hachamim ont été tolérants, ils ont accepté ce décalage de langue, cette différence de langue. Mais peut-être que pour des documents classiques, il faut que ce soit homogène. C'est ça le hidouche, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les autres documents et le guet. On peut avoir deux langues, la langue de l'écriture et la langue de la signature, ça peut être deux langues distinctes et tout va bien dans le meilleur des mondes.